Bonsoir à tous. C'est un peu impressionnant ce qu'on a au théâtre. D'habitude, je fais cours en première année, on est 1000 dans l'amphi, mais au moins je les vois. L'avantage là, c'est que je vois personne. Alors, je fais cours en première année de quoi? En première année de médecine. Donc, on va parler de santé. Le gros avantage en général, quand on parle de santé, c'est que tout le monde écoute pour deux raisons. C'est qu'il y a une certitude dans la vie, c'est qu'on est, qu'à un moment on meurt, qu'on est tous concernés par la fin, et que souvent entre les deux, il y a une case qui est la case malheureusement maladie, et qu'il est rare de passer de la première à la troisième case d'emblée. Et donc forcément les gens m'écoutent. Alors je me suis dit, est-ce que je les fais tomber dans les pommes tout de suite, en leur montrant des images atroces Je me suis dit, on va attendre ça pour la fin. Donc ceux qui sont un petit peu anxieux, partez 1 minute avant la fin, je donnerai le top. Et on va commencer en douceur. On va commencer en douceur et je vais essayer de vous expliquer, normalement, si ça marche, la technologie, pourquoi je suis là. Alors pourquoi je suis là? Si je vous regarde de face, vous pouvez vous dire, il a à peu près la stature de Boris Becker. Si je me mets de profil, vous allez dire, c'est forcément pas parce qu'il a gagné Roland-Garros. Et effectivement, c'est pas parce que j'ai gagné Roland-Garros que je suis là et qu'on m'a invité ce soir. Mais pourtant, j'y ai cru. Parce qu'il y a environ 1 an, j'ai reçu un petit peu comme nos amis tennisman, un grand chèque. Alors j'ai par décence enlevé le chiffre, qui est beaucoup plus petit que si jamais j'avais gagné Roland-Garros. Et ce chèque, il m'a été remis. Alors c'est en fait un titre, et pour ceux qui ont vu le teaser de cette présentation de ce soir, le Maurice Muller Award. Maurice Muller, c'est un vieux décédé, il est dans la case 3, chirurgien orthopédiste, que je suis aussi en fait. Et ce prix, il est décerné par une société qui s'appelle Chaos, qui est la Société internationale de chirurgie assistée par ordinateur. Donc ça va être de ça dont on va parler ce soir. Et la deuxième raison pour laquelle je suis là, c'est encore la case 3, vous allez me dire, c'est une obsession chez lui. C'est parce que j'ai accepté de participer à cette conférence. Et si j'ai accepté d'y participer, c'est suite à un événement funeste qui est la disparition de David Bowie. Alors vous allez dire, ça y est, je suis orthopédiste, on a des réputations un peu bizarres, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais là, c'est une obsession de la case 3. Alors pourquoi David Bowie? Vous voyez, David Bowie, la chirurgie orthopédique, Roland-Garros, le chèque, une histoire de fou. David Bowie est mort, vous le savez tous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment. Surtout que depuis ce matin, il n'est plus européen. Et quand David Bowie est mort, il y a quelqu'un qui est important dans ma vie, qui est mon professeur de piano, parce que quand je m'ennuie, j'essaye. Je m'y suis mis à 40 ans, donc je suis pas bon du tout. Il m'a dit, allez, c'est le moment d'essayer de jouer Space Oddity. Alors Space Oddity, c'est un morceau fantastique, que je massacre. Mais bon, c'est un des premiers messages de la soirée, c'est que si vous voulez réussir dans ce que vous faites, il faut persévérer. Donc je continue depuis le mois de janvier à massacrer Space Oddity dans un casque, ce qui évite de massacrer ma famille. Et donc, Space Oddity, quand on est trop mauvais, on se dit c'est tellement beau que je suis allé sur YouTube et je suis tombé sur un homme fantastique que je ne connaissais pas et j'ai découvert Chris Hadfield. Alors je vous laisse juste profiter 2 secondes de Space Oddity. Non, un peu plus. Chris Hadfield, c'est un astronaute, vous l'aurez deviné, qui, quand il ne boit pas de la bière, joue de la guitare. Et il a joué dans la Station Spatiale Internationale ce morceau que je cherchais désespérément suite à la disparition de David Bowie. Alors, j'ai que 20 minutes. Donc on va arrêter. Puis je vous conseille d'aller vous acheter une guitare ce week-end et essayer de jouer ça dans la navette spatiale. Ou dans votre cuisine, ce sera plus simple. Et donc Chris Hadfield, je me suis dit, c'est un type absolument incroyable, qui sait tout faire. Et j'ai donc creusé qui était le personnage, toujours via nos outils habituels de geek, on va dire, donc YouTube. Et je suis tombé sur les conférences TED. Et c'est comme ça que je les ai découvertes. Et c'est pour ça que quand on m'a dit « Est-ce que vous voulez en faire une ?», j'ai forcément dit oui. Alors on en écoute 30 secondes.
You look back to the first 5 shuttle launches, the odds of a catastrophic event during the first 5 shuttle launches was 1 in 9. Ce qui n'est pas rassurant. And even when I first flew on the shuttle back in 1995, 74 shuttle flight, the odds were still, now that we look back, about 1 in 38 or so, 135, 1 in 40. Not great odds. So it's a really interesting day when you wake up at the Kennedy Space Center and you're going to go to space that day. Because you realize by the end of the day, you're either going to be floating effortlessly, gloriously in space, or you'll be dead. Ça m'a beaucoup plu, je vous conseille aussi la fin. La conférence est juste fantastique, il nous explique comment il est devenu aveugle dans l'espace et comment il a géré la peur liée à ça. Et je me suis dit en regardant, donc c'est les hasards de flâner sur le web, que finalement dans la chirurgie orthopédique on n'était pas très loin, on était aussi dans un environnement un petit peu complexe, et puis on avait aussi des situations parfois un petit peu bizarres à gérer, qui vont de celui qui est passé sous son bateau à celui qui a été rattrapé par le cancer. C'est extrêmement varié, extrêmement complexe. Et vous verrez dans sa conférence, il cite un de ses collègues astronautes et il dit ceci. Dans l'espace, en gros, il n'y a pas de problème suffisamment embêtant pour qu'on ne puisse encore le rendre plus grave. Et au bloc opératoire, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que c'est complexe, puis parfois pendant, ça devient encore plus complexe. Et rarement, ça va à la case 3. Mais souvent, dans la case 2, on n'est pas au mieux. Et je me suis dit que finalement, il y avait peut-être une analogie. Et surtout, ce que je voulais vous faire passer comme message dans ce début d'intervention, c'est que soyez curieux. Soyez pas forcément des génies, mais soyez curieux et vous arriverez à faire plein de choses, à croiser plein de choses, à croiser la musique et l'espace. Comme moi, je l'ai fait, vous allez le comprendre petit à petit pour croiser un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, ou l'année dernière, j'ai reçu ce gros chèque. Alors je vous dis, il faut être curieux. La deuxième conférence que j'ai regardée 2 minutes après, c'est celle-là. Et je me suis dit que finalement, si elle en faisait une, je devais pouvoir aussi. Et c'est pour ça que j'ai accepté. C'est une conférence de Monica Lewinsky. Vous la connaissez tous, alors que vous ne me connaissez pas. Et en fait, c'est surtout... C'est pas tant ce qu'elle raconte qui va nous intéresser. C'est qu'en 97-98, quand elle était célèbre pour ses exploits sportifs, moi j'étais juste ici, sous le nuage. J'étais dans cette grande ville. Alors pour ceux qui la reconnaissent, il n'y a rien à gagner. C'est Philadelphie. En fait, il s'est avéré que, et c'est ça que je voulais vous transmettre, c'est que j'ai commencé petit, comme un bon enfant de l'école publique, à Nantes. Puis, je suis arrivé à Brest. Alors, j'avais un gros atavisme familial, on va dire. Mon arrière-grand-père tenait le moulin de Telgruc. Donc, forcément, ça attire. Et je suis arrivé à Brest, donc je me suis inscrit à l'UBO. Et puis, à un moment, je suis parti à Philadelphie, donc en 97. Et à Philadelphie, il y a un banc. Au-dessus du banc, il y a une statue. Sur la statue, c'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, il a dit, et c'est gravé sous le banc, c'est quasiment une des premières choses que j'ai vues en arrivant là-bas, à l'université de Pennsylvanie. C'est cette phrase que vous retrouvez partout maintenant sur Internet, et qu'on est obligé de citer, monsieur le président de l'UBO, dans un amphi comme celui-là, qui concerne l'enseignement, qui est « tu me dis, j'oublie », tu m'enseignes, je me souviens, et tu m'impliques, j'apprends. Et c'est le moment où je me suis peut-être impliqué dans ma formation, c'est-à-dire que je me suis dit, je prends mon destin en main, je vais essayer de... Alors c'était peut-être pas conscient, je le raconte maintenant parce que j'ai 50 ans, les cheveux blancs, et je me rapproche de la case 3, mais je me suis dit, allez, prenons le destin en main. Donc pendant la première partie du parcours, j'avais appris ça. J'avais appris à devenir chirurgien et à devenir chirurgien orthopédiste. Bon, il y a pire. Dans la vie, ma maman était contente en tout cas. Elle avait pu me subventionner. Sauf que le chirurgien orthopédiste, alors en gros, j'ai tapé sur Google chirurgien orthopédiste idiot, abruti, et puis je sais pas quoi. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai trouvé des photos de gens. Donc avant de consulter, faites ça pour être sûr de ne pas vous retrouver en face d'eux. Mais bon, à Philadelphie, on m'avait dit,
Ah, t'es chirurgien orthopédiste, c'est bien. Si tu restes aux États-Unis, tu vas pouvoir te faire des C en or. Ils m'ont pas gardé. Et il m'avait appris aussi la caricature du chirurgien orthopédiste, c'est le dossier du patient, c'est bone broken, mi fix, point terminé. Donc 4 mots de vocabulaire dans le langage des orthopédistes. Et puis en gros, en France, on a la réputation d'être menuisier. Quand on n'est pas menuisier, on soigne les pieds. Donc l'orthopédie, pour information, c'est en gros tout l'appareil locomoteur. Donc les pieds, la tête, le cou, les mains, enfin tout sauf la tête peut-être. D'accord ? Donc avec ce métier, c'était un truc pas mal. Mais je voulais faire plus. En fait, il s'est avéré, comme on dit chez IBM, que je suis tombé sur des opportunités. Je vais vous raconter l'histoire d'IBM après. Mais j'ai découvert, et là ma maman était moins contente, que peut-être fallait que je fasse mon coming out et passer de la case gauche à celle de droite, selon comment vous regardez l'écran, vous faites dans l'autre sens. Mais en gros, d'un homme à un geek. Effectivement, pendant ce parcours, j'étais tombé dans la soupe. Ce qui avait rendu mes parents heureux quand j'étais devenu orthopédiste, c'est qu'ils avaient pu à me subventionner mes disquettes, qui à l'époque coûtaient 10 francs les 300 kilo-octets. Que je les avais embêtés toute ma vie pour me payer mon premier ordinateur, qui était un Atari 520 STF. Et qu'après, les autres ordinateurs, je me les suis achetés tout seul, donc c'est là où ils étaient contents. Mais bon, il a bien fallu que je fasse mon coming out. Et puis là, il y a un copain qui m'a acheté ce t-shirt un jour. Et là, je me suis dit, mince, la situation est grave. J'avais un t-shirt comme ça où je voyais bien que bon, j'étais encore à peu près au stade du milieu, mais que j'allais mal finir. Et je me suis dit, essayons finalement de mélanger ces compétences acquises à l'école en chirurgie orthopédique avec un espèce de truc qui était dans mes chromosomes, qui était une sensibilité particulière à l'informatique. Et j'ai eu une opportunité, c'est qu'à cette époque-là, se développait, commençait à apparaître en France. Et il y avait des gens qui cherchaient des gens à compétences mixtes comme ça, pour essayer de faire des outils qui allaient rassurer un peu les chirurgiens, parce que l'image qu'on avait à cette époque-là, et dans tous les congrès où j'allais, c'était celle-là qu'on me présentait, c'était le robot qui prenait la place du chirurgien, qui opérait et qui forcément se plantait. Ça devait être Windows XP à l'époque, mais avec Windows 10, ça plante aussi. Hein. Bon, alors il y en a qui ont fait des Macs, ça plante aussi. Hein. Il y a eu des entreprises aussi qui ont fait ça. Donc il n'y a rien qui marche en fait. Et donc je me suis dit, allons-y, mélangeons ces compétences, et puis essayons de faire naître ou participer. Je me suis retrouvé embarqué dans un mouvement qui a débuté au début des années 2000. Et je me suis dit, essayons de faire en sorte que les orthopédistes arrêtent de penser que les chiffres vont les remplacer. Ah ben il ne reste plus que 5 minutes, vous êtes mal barrés. Vous n'allez pas voir la fin. Et passer de l'autre côté du Darknet et profiter d'une opportunité. Alors je n'ai pas parti sur la station Apollo. J'ai profité d'une opportunité, c'est que les gens qui ont développé les stations Apollo et les véhicules lunaires, ils ont utilisé des technologies de localisation dans l'espace qu'on a dérivé, la communauté au sens large, au niveau international, pour se localiser dans le bloc opératoire. Et donc en fait, je me suis lancé dans le grand domaine du traitement de l'information appliqué à la chirurgie orthopédique, ce qui n'est pas forcément une évidence au départ. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter dans les 4 minutes qui me restent. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme vous êtes tous malades un jour, il faut savoir que 90% de la population passe un jour chez le chirurgien orthopédiste. Soit parce qu'il est tombé du bus, soit parce qu'il est tombé du 4e étage, soit parce qu'il a juste de l'arthrose. Il faut savoir qu'on va vous faire à tout le monde, tous dans cette pièce, la même chirurgie, basée sur des études d'antériorité, mais qu'en gros, à tout le monde, on va mettre la prothèse de hanche dans la même position. Or, vous n'êtes pas sans savoir, on en entend parler tous les jours, qu'on est tous génomiquement différents, et que si le génome est différent, alors les protéines qui sont codées par le génome sont différentes, les tissus, et les cellules construites par ces protéines sont différentes, donc les tissus sont différents, donc les organes sont différents, et si je ne me suis pas trompé, les articulations sont différentes. Je n'ai pas oublié de clic. Donc on est tous différents du génome, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand, mais vous pouvez reprendre le truc dans l'autre sens. Et on fait la chirurgie la même à tout le monde. Donc il y a un truc qui ne va pas quelque part. On n'a pas tous les mêmes capacités fonctionnelles. Je vous mets au défi d'essayer ce soir. Et puis avant d'arriver à la case 3, on passe par la case 1.
Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes capacités fonctionnelles que là ce soir. Si j'essaye de prendre mon biberon, là, ça ne va pas le faire. Et qu'en vieillissant, on n'a pas non plus les mêmes capacités fonctionnelles. Ça veut dire que finalement, il faut, comme on l'entend dire dans la cancérologie, où on va adapter les traitements aux marqueurs tumoraux issus du génome, et dans la chirurgie orthopédique, il faut faire pareil. Il faut faire du traitement personnalisé. Et pour faire du traitement personnalisé, il faut avoir des mesures. Alors, je vais vous montrer ça macroscopiquement dans des applications pour que vous ne partiez pas qu'avec de la théorie. Une prothèse de hanche, c'est ça, c'est deux petits éléments, un qu'on va mettre dans le fémur, puis un autre, ce que vous apercevez quand ça tourne, qu'on met dans le bassin, qui est le cotyle. Et ça marche bien, en fait. Les amplitudes articulaires vont être maximum si l'orientation des pièces, relativement l'une à l'autre, sont bien organisées. Donc le jeu, ça consiste... Hop, voilà, vous avez raté le décapsuleur. Le jeu, ça consiste, non pas à boire une bière, mais à orienter le cotyle par rapport à l'os, c'est-à-dire la pièce de prothèse par rapport à l'os, de façon optimale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est pensé en statique et que quand vous vous mettez debout, assis ou couché, vous avez qu'à essayer ce soir, vous verrez que le rapport entre le bassin et le fémur change sans arrêt. Donc non seulement il faut penser en 3D, il faut penser spécifique patient, et il faut penser non pas en 3D, mais en 4D, c'est-à-dire en dynamique. Si on va au bout du raisonnement, qu'on a mal monté la prothèse, eh bien, on va avoir un premier mouvement. Si vous prenez le décapsuleur chez vous ce soir, vous verrez qu'il y a du mouvement, puis à un moment ça bloque, et si on force, ça se déboîte, puis on boit la bière. Ça, c'est le bon moment. Quand on est un patient, qu'on va au bout de l'amplitude de sa prothèse et qu'on force, ça se déboîte, ça s'appelle une luxation, et là, ça fait très mal. Donc, ce n'est pas la bière du tout à ce stade-là. D'accord ? Donc, pour essayer de répondre à cette question, il y a des gens qui ont développé des systèmes, et on y a participé, utilisant de l'imagerie radiographique comme celle que vous pouvez voir sur la vidéo, qui est un système non plus de projection conique, mais d'images qui balayent de haut en bas, qui vous fait en 3D, vous allez le voir dans quelques secondes, une reconstruction complète du squelette. Et à partir de ces informations de surface, on va être capable de calculer des angles, tout ce qu'on veut en fait, des angles, des distances. Et puis on fait ça assis, on fait ça debout, on fait ça pas couché parce que la machine ne le permet pas, mais on fait ça accroupi. Et puis on essaye de trouver une dynamique pelvienne. Sauf que ça coûte 500 000 € l'appareil et qu'il y en a une petite dizaine en France. Donc si on veut permettre à tout le monde d'accéder à ces technos, on utilise quelque chose que vous connaissez tous. Vous avez tous eu un petit frère ou une petite sœur, ça va venir. Je l'espère pour vous. Et on utilise l'échographie, les mêmes que les gynécologues ou presque, et on mesure la position du bassin en mesurant 3 points, assis, debout, couché. Et ensuite, on va être capable, en utilisant ces données d'entrée, mesurées avec des systèmes échographiques, d'utiliser la techno Apollo, c'est-à-dire la localisation dans l'espace de marqueurs infrarouges, pour aller positionner notre implant de façon dynamique, c'est-à-dire en prenant en compte la fameuse dynamique qui est propre au patient. Quand on l'a mesurée sur tous les gens du laboratoire, on s'est aperçu qu'on en avait tous une différente. Donc c'est bien la chirurgie spécifique patient. Une autre petite histoire, on a vu EOS, on a vu l'échographie. Les Beatles, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans? Ils sont morts même avant le Brexit. Les Beatles, il faut savoir que les Beatles, alors, via le pognon qu'ils ont généré, ont favorisé le développement du scanner. Alors, le scanner, c'est le truc qu'on a quand on a le cancer. C'est Pierre Desproges, hein, pas qu'au scanner, non, ouais, Noël au cimetière. C'est le truc qu'on n'a pas quand on va avoir un enfant et c'est le truc qu'on n'a pas quand on est en bonne santé. Mais le scanner, c'est super utile en imagerie médicale. Et en fait, c'est IMI qui a développé le premier scanner, ou IMI pour parler anglo-saxon. Et IMI, c'était la boîte qui produisait les Beatles à l'époque. Et les royalties des Beatles ont permis de financer le développement de la recherche. Ça, c'est pour la petite histoire sur le scanner. Et puis, on a utilisé une technologie un peu fort. Une technologie qui, vous voyez, peut changer la face du monde, qui s'appelle le morphing. Vous avez tous changé votre grand-mère, je suis sûr, un jour, ou votre copine en chat ou en chien. Et nous, on a utilisé ces technos de façon utile pour remplacer le scanner qui coûte encore 300 000 € par ce qu'on appelle le bone morphing. Alors, ce que vous voyez sur la vidéo d'en haut, c'est un modèle statistique d'un fémur qu'on voit sur un écran pendant qu'on opère. Et on promène sur l'os du patient. Alors là, le patient, il est un peu squelettique. C'est un os en plastique, mais on le fait exactement pareil au bloc opératoire. On promène un stylet sur la surface de l'os et on enregistre la position des points dans l'espace au fur et à mesure à 20 Hz à peu près. Et ce que vous voyez derrière, vous voyez, c'est un nuage de points qui ressemble un petit peu au modèle qui est derrière.
Et quand on a fait en gros l'acquisition de 1000 points, on va déformer ce modèle statistique pour venir se fusionner au nuage de points, ce qui fait qu'à la fin, en 1 minute 30, vous avez l'anatomie du patient que vous voulez opérer de façon ultra précise, c'est-à-dire quand je dis ultra précise pour nous, chirurgiens, c'est de l'ordre du millimètre. Voilà la déformation, vous voyez, elle est en réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bone morphing, c'est l'acquisition pour 3 francs 6 sous de la forme de vos structures osseuses au bloc opératoire. Et ça nous donne un modèle qui est la représentation très exacte de l'anatomie de vous, de moi, quand on est à la phase 2. Et on se rapproche de la fin gentiment, il faut juste que j'aille lancer mes vidéos. Une fois qu'on a fait ces modèles, il va falloir qu'on puisse guider des outils. Donc ces outils de repérage dans l'espace nous servent à nous repérer dans le bloc opératoire. Je ne résiste pas à vous montrer la première vidéo de chirurgie orthopédique de la hanche robotisée en France, c'était aux alentours de 2000 à peu près. Avec, vous allez le voir, un robot qui est tout sauf, on va dire, ergonomique. C'est un robot Stobli, c'est pour ceux qui connaissent la robotique, c'est un robot qui sert à peindre des voitures. Et il a été transformé pour en faire un robot médical. Donc vous voyez qu'il est plus grand que l'opérateur, plus grand que le chirurgien, qu'il est lourd. Et que ce robot, il va nous servir 20 minutes pendant l'intervention et il va nous coûter, alors on va dire parler en euros parce que vous êtes jeune, 1300 € par intervention. Et à l'achat, c'est un truc comme, alors c'était 3 millions de francs à peu près, je vous laisse convertir. Donc ce petit robot, il faut lui apprendre où est le patient, donc on est obligé de mettre des petits marqueurs dans le patient. Puis vous allez voir, on va amener le petit outil. Et puis, évidemment, le robot, il fraise. Mais si le patient, il s'en va pendant qu'il fraise, il va fraiser à côté. En gros, s'il bouge sur la table, ça va rater. Donc on est obligé de cadenasser le patient sur la table. C'est ce qu'on faisait à l'époque, vous avez vu, avec la grosse tige de fer. Et puis, alors c'est le moment là où il faut partir pour ceux qui n'ont pas assez pris de pizza, là. Et ce robot, ensuite, porte une fraise au bout et va fraiser la cavité. Je vous ai montré, pour mettre une prothèse de hanche, il faut fraiser une cavité dans le fémur. On va fraiser cette cavité avant qu'on puisse mettre en place la prothèse. Alors ça a l'avantage de la précision et ça a tellement d'inconvénients qu'en gros il y en a eu 2 de commercialisés. Le premier a été développé par IBM, par un vétérinaire pour des chiens. Et ensuite, quand ils ont vu que ça marchait sur le chien, ils n'ont pas fait d'essais cliniques, ils l'ont envoyé en Europe pour qu'on le pose sur des Européens. C'est le fonctionnement de la FDA, ça. Donc ensuite on fraise, vous voyez, voilà, et il a cette action de fraisage de la cavité. Alors ça marche bien, c'est super précis, mais c'est tellement cher, tellement lourd, tellement encombrant, il faut fixer le patient sur la table. Il y a eu tellement de problèmes qu'on a développé des alternatives dans nos laboratoires français, pour le coup, et puis on les a envoyés aux États-Unis pour servir sur les Américains. La preuve. Donc, c'est un petit robot qui positionne en fait un guide de coupe dans un plan qui est planifié sur le modèle. Donc, on ne peut plus faire de bêtises, il suffit de rentrer la lame d'ossi dans le trou. Ou dans la fente, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Et donc, il faut faire 5 coupes pour mettre une prothèse de genou. Et donc, le robot, il vient se positionner en face des 5 coupes. Alors, comme le chirurgien orthopédiste est feignant, et qu'il avait encore la coupe à faire, on a développé un système de fraisage. Et ce que vous avez en bas, c'est le même. Ah bah terminé. C'est fini. Ah, je vais vous la refaire quand même. Il n'y a pas eu de mort alors. C'est bien, vous êtes des durs. Tac. Alors, s'il veut bien. Voilà, je lance juste la dernière, qui fait encore du bruit. Vous voyez que ça peut devenir worse. Et donc ici, on a une fraise au lieu d'avoir une lame de scie. Je ne rentre pas dans le détail de l'avantage, mais vous voyez que ce robot, par rapport au premier, il est gros comme mon micro, il pèse 1 kg. On le met sur l'os, c'est-à-dire que si l'os bouge, c'est pas très grave, le robot va suivre, il n'y aura pas besoin de fixer le patient. Et ça, maintenant, c'était tellement intéressant que ça a été racheté par une société américaine, c'est l'histoire de la technologie française. Et on ne l'a jamais revu. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas l'utiliser en France alors qu'on l'a développé.
Tout simplement parce que la prothèse qui est posée avec ce robot n'est pas commercialisée ou diffusée en tout cas en France. Elle l'est en Espagne, mais il faudrait que je passe la frontière la nuit. Et donc comme j'ai énormément de retard et que c'était prévu comme ça, je vais m'arrêter là. Une toute dernière de 30 secondes pour vous montrer où on va dans le futur, c'est-à-dire qu'on miniaturise encore le robot. Ici, on a une petite fraise, et cette petite fraise, elle se rétracte dans une chemise de protection quand on arrive à l'endroit où il ne faut plus fraiser. Donc c'est un outil sécurisé. Vous allez voir que quand il va retirer l'outil à un moment, tops, la fraise disparaît. D'accord ? Elle ne peut plus aller fraiser au-delà d'un espace de sécurité. Voilà en gros comment, en 2 fois le temps qu'il m'était alloué, je suis capable de vous raconter un petit peu l'histoire de ce grand chèque finalement. Et puis, vous voyez que ça peut se faire à Brest, puisque ça se fait en gros dans un laboratoire qui est juste de l'autre côté de la rue, qui s'appelle le laboratoire de traitement de l'information médicale, que je dirige depuis quelques années maintenant, 2012 pour être précis. Et donc, pour finir la parabole complète, en gros, je suis prof d'informatique médicale, chirurgien orthopédiste, et on a fondé avec les copains du labo et les doctorants, donc l'avenir est ouvert pour tous les jeunes, aujourd'hui 5 startups, dont 2 sur l'orthopédie, dont une vend dans 22 pays dans le monde et fait déjà 1 million de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez qu'en partant de tout petit et de rien, en passant par David Bowie l'espace, on peut arriver juste en face et faire plein de choses sympas. Je vous remercie beaucoup.